Il y a une déclaration d'Arnold Schwarzenegger qui ouvre parfaitement notre exploration d'aujourd'hui, et je dois admettre elle m'a forcé à revoir pas mal de mes préjugés. Ah oui, je vois très bien de laquelle tu parles, hein. C'est ça, parce que quand on pense à lui, on a tous en tête cette image d'Épinal, du rêve américain. C'est l'homme qui débarque avec un simple sac de sport, un accent à couper au couteau, et qui finit par conquérir le monde du culturisme, d'Hollywood, puis la politique californienne. Le cliché parfait de l'homme qui s'est fait tout seul. Exactement. Le self-made man absolu. Sauf que, dans les notes que nous analysons aujourd'hui, l'ancien gouverneur affirme haut et fort le contraire. Il dit qu'il n'est absolument pas un self-made man. C'est assez contre-intuitif venant de lui. Totalement. Il insiste sur le fait que personne ne réussit seul, en fait. Et que tout le monde, sans exception, se hisse sur les épaules de géants pour accomplir quoi que ce soit de significatif. Et c'est une excellente porte d'entrée parce que ça pose immédiatement le cadre de notre analyse. Le recueil de stratégies de vie que nous décortiquons, ce n'est pas un traité de développement personnel abstrait. Non, pas du tout. Il faut plutôt le voir comme le carnet de notes brut d'un expérimentateur compulsif. L'auteur a passé des années à interviewer des centaines de milliardaires, d'athlètes de classe mondiale, des chercheurs, des artistes, et l'objectif n'était pas de documenter leur succès. C'était plutôt d'extraire la machinerie cachée derrière, non? Voilà, exactement. Quelles sont leurs habitudes, leurs routines, les questions qu'ils se posent le matin. Du coup, l'idée fondamentale ici, c'est que l'excellence laisse des traces. Elle n'est pas le fruit d'une mutation génétique rare, mais bien une série de pratiques qui peuvent être isolées, testées et reproduites. Et pour ceux qui nous écoutent, il est important de préciser que cette conversation s'adresse avant tout à quiconque a l'impression d'être un peu coincé dans une vie par défaut. C'est très bien dit, une vie par défaut. Oui, que l'on cherche à récupérer du temps libre, à dépasser une certaine peur de l'échec, ou simplement par pure curiosité intellectuelle pour savoir comment fonctionnent ces esprits hors normes quand les portes sont closes. Mais ça soulève une question, et c'est peut-être là-dessus qu'on devrait s'attarder en premier, Je t'écoute. beaucoup plus précise que la nôtre. C'est toute la problématique. Et la réponse qui émerge de ces centaines d'interviews penche massivement vers la seconde option. Ils n'ont pas de capacité surhumaine. Juste de meilleurs outils. C'est ça. Ils utilisent des outils différents et surtout ils posent des questions beaucoup plus tranchantes à la réalité. C'est vraiment une question d'effet de levier. Justement, en parlant d'effet de levier, les sources abordent la fameuse loi de Pareto, le 80-20. Bon, soyons honnêtes, tout le monde ou presque connaît ce concept aujourd'hui. C'est devenu un classique des réunions d'entreprise. Oui, 20% des efforts produisent 80% des résultats. Voilà. Mais ce qui m'a frappé ici, ce n'est pas la théorie classique, c'est l'application chirurgicale, presque intime, qu'en font ces ultra-performants. On ne parle pas de gestion de portefeuille client là, on parle d'optimisation biologique et mentale. C'est la grande nuance de cette exploration. Au lieu d'appliquer le 80-20 uniquement à la macroéconomie, ils l'appliquent à la micro-routine. Et les exemples documentés sont très spécifiques. Tu penses à la méditation? Entre autres, oui. Sur le plan mental, par exemple, on découvre que le simple fait de méditer 5 minutes par jour de manière consistante suffit à modifier l'architecture du cerveau pour réduire drastiquement la réactivité à l'anxiété. Seulement 5 minutes? Absolument. Et sur le plan physique, on mentionne des protocoles de sport à très haute intensité de seulement 7 minutes. 7 minutes qui, s'ils sont faits avec la bonne fréquence cardiaque, transforment le métabolisme de base pour la journée entière. C'est fou quand on y pense. Oui, et la leçon, ce n'est pas de travailler plus dur. L'enseignement majeur, c'est de comprendre que la constance dans une micro-habitude bat toujours l'intensité d'un effort sporadique. Je vois l'idée. Mais je me faisais une réflexion en lisant ça. Est-ce que cette obsession de l'optimisation ne risque pas de créer des machines très performantes, mais complètement déséquilibrées? On connaît tous l'archétype du PDG millionnaire qui finit par faire un infarctus à 50 ans ou qui détruit sa vie de famille. C'est un risque réel, et c'est pour cela que l'analyse met en lumière ce qu'elle appelle la structure de l'équilibre. La réussite durable ne tient jamais sur un seul pilier. Les sources décrivent un trépied, c'est ça? Tout à fait. Un trépied indispensable. Il faut être sain, nanti et sage. Et les mots ont leur importance. Si l'on perd la santé, tout le reste s'évapore instantanément. C'est la base absolue. Ensuite, le terme nanti ne fait pas référence à l'accumulation aveugle de capital, mais plutôt à la richesse en ressources et surtout en temps. Avoir le contrôle de son agenda. Et enfin, être sage, c'est posséder cette clarté émotionnelle et philosophique pour savoir quand s'arrêter, quand dire non et comment gérer l'inévitable chaos extérieur. Donc si l'un de ces 3 pieds vient à céder, l'édifice s'effondre. Inévitablement.
C'est une belle façon de redéfinir la réussite. Mais concrètement, comment force-t-il cette sagesse ou cette clarté mentale? C'est là que j'ai trouvé l'une des idées les plus fascinantes des notes. C'est l'utilisation de questions volontairement absurdes. Ah, la technique des contraintes extrêmes. Oui, il y a cet exemple d'un célèbre investisseur de la Silicon Valley qui adore poser cette question déstabilisante. La question, c'est: si l'on a un plan sur 10 ans pour atteindre un objectif de vie, que faudrait-il faire pour accomplir en 6 mois avec une arme pointée sur la tempe? C'est brutal comme image. Très brutal. Pour être franc, si j'applique ça à la rénovation de ma maison ou à un projet professionnel standard, je finis soit aux urgences, soit en prison. L'image de l'arme sur la tempe est extrême, bien sûr, mais le mécanisme psychologique derrière est redoutable. Le but n'est pas d'exécuter ce plan de 6 mois, littéralement. Ce serait intenable. Exactement. Le but, c'est de forcer le cerveau à court-circuiter les règles sociales artificielles et les procédures standards qu'on s'impose sans y penser. Quand on se donne 10 ans, on inclut le doute, les réunions inutiles, les hésitations, la peur du regard des autres. On s'installe dans le confort, en fait. C'est ça. Mais quand on réduit cela à 6 mois sous une contrainte mortelle imaginaire, l'esprit élimine instantanément tout ce qui n'est pas essentiel. C'est un outil pour identifier les raccourcis cachés et redéfinir ce qui est réellement possible. Ce besoin de briser les conventions amène d'ailleurs à un autre point de notre exploration. En lisant les habitudes de ces icônes, j'ai été frappée par certaines de leurs bizarreries. Ce ne sont clairement pas des comportements qu'on enseigne à l'école. Tu as des exemples en tête? Oui, par exemple, plusieurs d'entre eux ont l'habitude d'écouter une seule et même chanson en boucle, parfois pendant des heures entières. Je veux dire, je plains sincèrement leur entourage ou leurs algorithmes de recommandation musicale. Pourquoi s'infliger ça? Cela peut sembler frôler la folie vue de l'extérieur, c'est vrai. Mais c'est en réalité une technique de saturation cognitive. C'est-à-dire? Eh bien, en écoutant une boucle musicale que le cerveau finit par anticiper parfaitement, on élimine la surprise. Cela occupe juste assez de bande passante mentale pour empêcher l'esprit de vagabonder, et ça permet de plonger dans un état de flow, une concentration extrême sur la tâche à accomplir. Une sorte de mur de son pour s'isoler. Absolument. C'est un mur de son qui bloque les distractions internes et externes. D'accord, je comprends la logique du mur de son. Mais il y a une autre habitude très répandue parmi les hommes de plus de 40 ans à très haut niveau qui m'a fait tiquer. Beaucoup sautent complètement le petit déjeuner. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a toujours martelé sur le fameux repas le plus important de la journée. Comment ils justifient ça? Il s'agit très souvent de protocoles de jeûne intermittent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il l'utilise moins pour la perte de poids que pour la clarté mentale. La digestion demande énormément d'énergie. Donc, en ne mangeant pas, ils gardent cette énergie pour le cerveau. C'est l'idée. En retardant le premier repas, ils maintiennent un état d'alerte physiologique et de concentration aiguë pendant les premières heures de la journée, qui sont souvent les plus cruciales. Cela dit, au-delà de ces manies spécifiques comme la musique en boucle ou le jeûne, si l'on prend du recul sur l'ensemble des données, il y a un fil rouge beaucoup plus significatif. Tu parles de la pleine conscience. Oui. Plus de 80% des personnalités étudiées partagent une pratique quotidienne de méditation ou de pleine conscience. Ce chiffre est trop massif pour être une simple coïncidence. Et c'est intéressant, parce que la méditation a souvent cette aura un peu mystique ou intimidante, du genre retraite silencieuse de 10 jours dans les montagnes. C'est souvent l'image qu'on en a, oui. Mais les notes déconstruisent ça avec des exercices d'une simplicité désarmante. Il y en a un qui m'a particulièrement marqué, ça prend littéralement 10 secondes. L'exercice de bienveillance. Exactement. L'exercice consiste en marchant dans la rue ou en entrant dans une pièce à repérer 2 personnes au hasard et à leur souhaiter silencieusement tout le bonheur possible. Juste 10 secondes dans sa tête. Pas de mantra compliqué, pas de posture de lotus. C'est un exercice brillamment minimaliste. Et ce qui est fascinant, c'est l'impact physiologique. Quand on prend ces 10 secondes pour formuler une pensée de bienveillance désintéressée, on interrompt le cycle habituel du stress et de l'anxiété auto-centrée. Ça change chimiquement quelque chose? Oui, le cerveau relâche de l'ocytocine, la tension artérielle baisse légèrement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie. C'est la démonstration parfaite que de minuscules impulsions bien ciblées peuvent modifier notre état d'esprit pour le reste de la journée. C'est ce que j'appellerais un retour sur investissement massif. 10 secondes investies pour des heures de calme mental. Et d'ailleurs, cette notion d'investissement est centrale dans toute l'analyse. Il y a une anecdote sur Tony Robbins qui illustre ça à la perfection. À l'histoire du séminaire? Oui. Aujourd'hui, on le connaît comme ce géant du coaching qui remplit des stades entiers, mais l'histoire remonte à l'époque où il gagnait à peine de quoi survivre en travaillant comme concierge.
Il devait vraiment jongler pour payer sa nourriture. Et pourtant, il prend la décision de dépenser 35 $ pour assister à un séminaire de développement personnel. Pour lui, à ce moment-là, c'était une somme astronomique. Ce qui est crucial dans cette anecdote, ce n'est pas le montant en soi, c'est le changement de paradigme. Il a compris très tôt une leçon que l'on retrouve formulée d'une autre manière par Warren Buffett dans nos sources. Qu'est-ce que dit Buffett exactement? Il explique très clairement que, face à l'inflation, face aux crises économiques, le meilleur investissement, et le seul qui soit véritablement sûr, c'est l'investissement en soi-même. Dans ses propres compétences. Voilà, si l'on investit dans ses propres compétences, sa capacité à communiquer, à comprendre la psychologie humaine ou à résoudre des problèmes complexes, c'est un capital qui ne peut jamais être taxé par l'État ni s'effondrer lors d'un crash boursier. Les 35 $ de Robbins n'ont pas acheté des informations, ils ont acheté une mise à jour de son propre système d'exploitation mentale. D'accord, la philosophie est séduisante. Investir en soi. Mais comment fait-on cette fameuse mise à jour au quotidien? Parce qu'entre les bonnes intentions du soir et le réveil qui sonne à 6 heures du matin, il y a souvent un gouffre. C'est le défi de la pratique, effectivement. Et nos notes détaillent d'ailleurs une routine matinale compilée à partir de toutes ces interviews. Le principe, c'est de gagner sa matinée pour gagner sa journée. Et ça se lit presque comme un parcours du combattant de la productivité. Tu trouves? Un peu, oui. Écoute, les étapes d'abord. On fait son lit avec une précision militaire pour acter une première victoire. Ensuite, on s'assoit pour méditer quelques minutes. Puis, on enchaîne avec un mouvement physique intense. Juste quelques pompes ou des squats pour réveiller le système nerveux. Après, il y a la préparation d'un thé, faite de manière très ritualisée, presque méditative. Et enfin, on s'assoit pour écrire ses pensées sur papier, une sorte de vidange cérébrale pour évacuer tout le dialogue intérieur négatif. C'est la séquence idéale, oui. Honnêtement, quand je lis ça, je me dis que c'est magnifique sur le papier, mais avec le rythme d'une famille, des enfants qui courent partout, des imprévus, ça ressemble à un mirage pour beaucoup de gens. Et c'est une réaction très saine. L'erreur serait de voir cette liste comme un dogme rigide. Ce qu'il est indispensable de préciser ici, c'est l'approche indulgente qui l'accompagne. L'auteur lui-même admet que les jours où il accomplit ces 5 étapes sont très rares. Hein, ça rassure un peu. La règle d'or qu'il propose, c'est de viser seulement 3 de ces étapes. En réussir 3 sur 5 suffit amplement pour créer un ancrage psychologique solide et orienter de manière positive les 12 heures suivantes. Encore une fois, on retrouve l'esprit du 80-20. L'objectif n'est pas la perfection de la routine. C'est juste de créer une inertie positive avant que le monde extérieur ne commence à formuler ses exigences. Exactement. Et Dieu sait que le monde extérieur est exigeant. C'est le grand défi de notre époque, cette surcharge mentale constante. Pour protéger ce temps qu'on vient d'essayer de gagner le matin, l'analyse introduit une philosophie très stricte concernant nos choix. C'est la règle du oui absolu ou non. C'est une règle impitoyable, mais tellement nécessaire. C'est ça. Le principe est simple, si une opportunité, une invitation à dîner ou un nouveau projet ne provoque pas un enthousiasme viscéral, un grand oui, alors la réponse par défaut doit impérativement être non. En théorie, c'est limpide. En pratique, c'est socialement terrifiant. C'est inconfortable, indéniablement. Mais le confort social est souvent l'ennemi juré du temps libre et de la concentration. Le problème, c'est que la plupart de nos emplois du temps sont saturés par des obligations tièdes. Les fameux trucs qu'on accepte par politesse. Voilà, par politesse, par culpabilité ou par peur de rater quelque chose, le fameux FOMO, dire non exige du courage. D'ailleurs, les sources soulignent avec une grande acuité que le niveau de réussite et d'équilibre d'une personne se mesure très souvent au nombre de conversations difficiles ou gênantes qu'elle est véritablement prête à avoir. C'est une métrique intéressante pour la réussite. N'est-ce pas? Dire non à un collègue ou à une connaissance, c'est une conversation gênante à court terme, bien sûr, mais c'est le seul moyen de protéger son énergie à long terme. Et une fois qu'on a eu le courage de faire le vide, de dire non à tout ce bruit tiède, comme tu dis, il faut bien savoir vers quoi diriger cette énergie. Il y a une métaphore visuelle dans nos documents qui illustre ça de manière magistrale, tirée à l'origine du monde de la stratégie politique. C'est l'idée qu'il faut choisir de chasser l'antilope plutôt que le mulot. C'est sans doute l'une des grilles de lecture les plus efficaces pour auditer sa propre journée. L'explication est simple. On peut passer des journées entières, des semaines même, à courir frénétiquement après des mulots. Les mulots, ce sont ces micro-tâches. Répondre à la minute à un email non urgent, trier des papiers, participer à des réunions sans ordre du jour.
Et le piège, c'est que ça donne une fausse sensation d'accomplissement. Exactement. Attraper un mulot donne un petit pic de dopamine, on a l'impression d'être super occupé, mais au fond, ça ne nourrit pas, ça épuise. À l'inverse, on peut choisir de se concentrer sur l'antilope. Le gros projet. L'antilope, c'est la tâche monumentale, le projet de fond complexe qui demande une concentration totale. C'est difficile à abattre, mais une fois accompli, la valeur générée rend toutes les petites tâches annexes soit complètement inutiles, soit extrêmement faciles. C'est un exercice de lucidité difficile, mais on pourrait inviter notre public à regarder leur liste de tâches d'aujourd'hui et à se demander honnêtement s'ils sont en train de s'épuiser à chasser des mulots pour se rassurer ou s'ils traquent une vraie antilope. Ça remet immédiatement les priorités en place. Absolument. Et cela nous amène doucement vers l'esprit fondamental qui se dégage de cette immense collecte de données. L'enseignement le plus précieux de cette exploration n'est pas une technique particulière, c'est une véritable démythification. Tu veux dire faire tomber ces personnalités de leur piédestal? En quelque sorte, oui. Lorsqu'on observe de près tous ces titans de l'industrie, ces penseurs, ces créateurs, on réalise qu'ils sont tous, sans exception, des êtres humains profondément imparfaits. Ils luttent contre le doute, ils ont des faiblesses, des angoisses, et beaucoup ont même des habitudes franchement dysfonctionnelles par ailleurs. Et pas l'absence de défauts. Leur réussite réside dans leur capacité à identifier une ou deux forces majeures en eux et à construire des habitudes inébranlables autour de ces forces spécifiques. Tout en acceptant d'être médiocre ailleurs, en fait. C'est exactement ça. Le message central est clair, la constance dans l'application de quelques bons outils bat toujours le mythe de l'intensité héroïque. C'est une conclusion qui enlève un poids énorme des épaules. Et c'est l'occasion de rappeler que la plongée que nous venons de faire n'est qu'un prélude. Les concepts abordés ici forment une véritable boîte à outils pratique. Il faut s'en emparer. Oui, la meilleure approche pour ceux qui nous écoutent, c'est de se comporter en scientifique vis-à-vis de sa propre existence. Il ne s'agit pas de tout révolutionner demain matin. Il s'agit de choisir une seule technique, peut-être les 10 secondes de bienveillance, peut-être la règle du oui ou non, de la tester rigoureusement, d'observer les résultats et d'ajuster. Et pour clore cette analyse sur une perspective qui bouscule un peu nos certitudes, les notes rapportent la pratique d'un innovateur technologique très connu. Il a placé sur son bureau, bien en évidence, une horloge numérique particulière. Elle ne donne pas l'heure, c'est ça, Sam? Non, elle ne donne pas l'heure. Elle est programmée pour effectuer un compte à rebours précis du temps estimé qui lui reste à vivre, calculé sur l'espérance de vie moyenne. Seconde après seconde, les jours et les heures défilent irrémédiablement vers zéro sous ses yeux. C'est une image vertigineuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Avoir la finitude de sa propre existence affichée en rouge sur son bureau, ça donne une clarté brutale. C'est sûr que si on devait chasser des mulots avec ce compte à rebours sous les yeux, on arrêterait immédiatement. Mais, et c'est la pensée que j'aimerais qu'on laisse mûrir après cette discussion, si notre temps est à ce point compté et que la fin est inéluctable, est-ce que l'objectif ultime de notre vie est vraiment de devenir une machine de productivité parfaite? C'est la vraie question. Si on sait qu'il nous reste, disons, 14 000 jours, l'urgence absolue est-elle d'optimiser chaque seconde pour la performance, ou plutôt d'avoir le courage inouï de laisser certaines de ces heures précieuses totalement et délibérément improductives, juste pour le luxe d'exister? C'est une réflexion qu'on laisse en suspens à explorer quand on y réfléchit.